Une autre façon de comprendre les auteurs de violences sexuelles, c'est en les classifiant. D'accord ? C'est ce qu'on appelle les typologies des violences sexuelles. Donc ça, c'est plutôt une approche qu'on appelle une approche psychocriminologique. Première classification, première typologie qu'on peut utiliser notamment en psychiatrie, c'est celle du DSM. Donc le DSM, c'est les classifications des maladies, notamment dans les pays anglo-saxons. Les violences sexuelles, elles sont nommées sous le terme de paraphilie. Donc dans le DSM-5, c'est quoi une paraphilie ? C'est une fantaisie imaginative, sexuellement excitante, impulsion ou comportement, survenant de façon répétée et intense, impliquant soit des objets inanimés, soit la souffrance ou l'humiliation de soi-même ou de son partenaire, soit des enfants ou d'autres personnes non consentantes. Pour être diagnostiqué paraphile, il faut que ces fantasmes sexuels, ces fantaisies sexuelles imaginatives aient duré au moins 6 mois. Donc au sein de ces paraphilies, il y a différentes catégories, sous-catégories. Donc il y a le voyeurisme, l'exhibitionnisme, le fait d'exhiber ses parties génitales à une personne inconnue, le frotteurisme et le sadisme sexuel, c'est le fait de faire souffrir physiquement ou psychologiquement une autre personne. Le fait de ne pas être passé à l'acte mais d'avoir des fantasmes sexuels envahissants est dans le DSM classé comme une paraphilie. Des classifications qui sont beaucoup plus intéressantes, c'est celles qui ont été faites notamment, on va voir, par Groth et par Beauregard. Groth, c'est une première classification qu'il a proposée en 1979, en différenciant chez les auteurs de violences sexuelles ce qu'il appelle l'attentat à la pudeur et, dans une seconde catégorie, le viol. Dans l'attentat à la pudeur, il va différencier la fixation et la régression, et du côté du viol, il va différencier la colère, la puissance et le sadisme. L'acte sexuel n'est pas, la plupart du temps, une recherche de gratification sexuelle, mais répondrait à des besoins de vengeance, de pouvoir ou de pulsion sadique. Donc l'attentat à la pudeur, donc je vous disais, dans cette catégorie-là, il y a 2 sous-catégories. En tout cas, l'attentat à la pudeur, c'est l'auteur de violences sexuelles qui va obtenir ce qu'il veut de la part de la victime par la persuasion, par la séduction. Finalement, ce qu'il propose à la victime, c'est une sorte de pseudo-rapprochement. Chez ces auteurs-là, on peut retrouver des auteurs qui ont une fixation, avec finalement une préférence sexuelle qui va être apparue la plupart du temps dès l'adolescence, qui ont des grandes difficultés de contact avec le monde adulte, où effectivement les adultes sont vécus comme insécures, comme plutôt dangereux, qui sont dans des difficultés dans les relations avec des femmes adultes, qui se sentent rapidement mal à l'aise, voire dénigrées, voire rejetées, alors qu'effectivement le monde de l'enfance est idéalisé. Chez ces auteurs-là, effectivement, le passage à l'acte va être planifié, préparé, de façon à ne pas se faire prendre, donc d'avoir accès à l'enfant suffisamment longtemps pour permettre le passage à l'acte. La régression, c'est un petit peu différent, c'est-à-dire que ce sont des auteurs qui vont avoir développé une attirance sexuelle pour des personnes de leur âge, et que finalement, l'intérêt sexuel pour les enfants apparaît à l'âge adulte, souvent dans un contexte particulier, soit de perte, d'une séparation ou d'un deuil, soit dans le cadre d'un échec professionnel notamment. Donc on va avoir finalement des passages à l'acte qui vont être sur une temporalité extrêmement limitée, mais où on va en avoir plusieurs. Les passages à l'acte ici, ils sont peu planifiés. J'ai rencontré récemment, dans le cadre d'une expertise de prélibération, par exemple, un auteur de violences sexuelles qui n'a jamais commis de violences sexuelles, qui a une 50aine d'années, et qui, dans le cadre de différents déménagements,
s'est retrouvé, alors qu'il était tout le temps au contact de sa compagne avec qui il travaillait, sa femme, il a des enfants, quelqu'un de bien inséré, et là s'est retrouvé tout seul dans une boutique où finalement ça ne fonctionnait pas bien. D'accord ? Il n'y avait pas grand monde dans la boutique, donc avec un grand sentiment d'ennui, l'impression de ne pas servir à grand chose, et que dans cette temporalité-là, il est passé à l'acte sur des petites filles qui étaient des petites filles d'amis, d'accord ? Soit qui venaient à sa boutique, soit qui gardaient à leur domicile pour aider ses amis. Et donc il est passé à l'acte sur des viols, mais vraiment sur une temporalité qui a duré quelques mois. Ça s'est arrêté parce qu'effectivement, une des petites filles a parlé, mais avant ça, il n'y avait pas eu de passage à l'acte, il n'y avait pas de fantasme sexuel envers des enfants, et que c'est vraiment sur une temporalité très courte, mais sur cette temporalité, il y a eu quasiment une dizaine de passages à l'acte. À côté des attentats à la pudeur, il y a ce que Gross appelle les auteurs de viol, et effectivement, ces auteurs de viol, là, ils ne vont plus être dans le pseudo-rapprochement avec la victime, ils vont vraiment utiliser la menace, l'intimidation, voire la force physique pour commettre le passage à l'acte sexuel. Chez les auteurs de viol, on peut retrouver 3 modalités de fonctionnement. La colère. D'autres auteurs de viol, eux, la dimension principale qui sous-tend le passage à l'acte, c'est le pouvoir. Ces auteurs-là, ils vont peu avoir recours aux violences physiques, ça va plutôt être le recours à des menaces, d'accord, à des menaces verbales, à des menaces de violence ou à des menaces de dire, par exemple, aux parents quelque chose. D'accord. Dernière catégorie, donc c'est le sadisme, c'est ceux finalement qui vont présenter le plus cette idée de domination de l'autre et surtout cette jouissance prise par la souffrance, au travers de la souffrance de l'autre. D'accord. C'est moins la dimension de la domination que celle de voir souffrir l'autre qui entraîne la jouissance. Et c'est dans ces sadismes sexuels où on peut retrouver la catégorie des homicides sexuels. Une autre classification qui est celle de Jean Proulx, qui là est essentiellement une classification sur les auteurs de violences sexuelles sur femmes adultes. Il différencie là aussi différentes catégories. Vous allez voir que tout se recoupe dans les catégories. Les agresseurs sadiques, la plupart du temps chez ces agresseurs sadiques, il n'y a pas de lien entre l'auteur et la victime et qu'il y a un niveau élevé de violence physique et verbale. Les auteurs d'homicides sériels sont dans plus de 60% des cas des auteurs d'homicides sexuels sadiques sériels. D'accord ? Le crime en série est très souvent un crime sexuel en série. Et donc chez ces tueurs en série, on retrouve assez fréquemment ce type de fonctionnement, en tout cas avec une préméditation dans le scénario sexuel, avec vraiment des victimes qui sont définies. C'est toujours le même type de victime. Autre catégorie chez les auteurs de violences sexuelles sur adultes, c'est l'agresseur colérique. Le viol, finalement, n'est qu'un moyen de décharger la colère. C'est vraiment une expression de la colère. Dernière catégorie, l'agresseur opportuniste, où là on trouve encore les traits de personnalité narcissiques et antisociales. D'accord ? Et tout obstacle finalement à la satisfaction de ses propres désirs devient inacceptable. On est là aussi dans un délit qui n'est pas prémédité, avec des victimes, avec ou sans lien avec l'agresseur. Dernière classification que je vais vous présenter. Donc Jean Proulx, il a fait la classification des auteurs de violences sur adultes et les auteurs de violences sur mineurs. Les auteurs homosexuels extrafamiliaux, ce qui retrouve en tout cas Jean Proulx dans ses études, c'est qu'effectivement on est sur des dimensions de personnalité plutôt dépendantes, évitantes ou schizoïdes. La même chose que pour finalement la première catégorie des viols sur femmes adultes. Sur le plan cognitif, c'est pareil, il se considère inférieur à autrui, il pense que les adultes qui côtoient le rejettent. Donc on a des sentiments de souffrance, de solitude, de dépression, d'humiliation,
et dans cette position de retrait vis-à-vis des adultes. Et donc il va investir émotionnellement et sexuellement des garçons, la plupart du temps prépubères. Sur le plan comportemental, on va avoir un passage à l'acte qui est prémédité parce qu'effectivement, il faut avoir un moment avec l'enfant, avec le plus souvent des victimes de sexe masculin, des victimes qui sont plutôt, alors pas toujours bien sûr, en tout cas c'est ce que disait Jean Proulx, d'un milieu plutôt dysfonctionnel, en tout cas avec lesquels il va être possible d'avoir accès facilement et qui ne vont pas tout de suite en parler à leurs parents. Il va y avoir l'utilisation, avant le passage à l'acte, de stratégies non coercitives. Quand il y a passage à l'acte, souvent c'est des passages à l'acte qui sont assez longs, qui durent en moyenne plus de 15 minutes, avec des actes au départ non coïtaux, puis des actes coïtaux. Comme je vous le disais tout à l'heure, ce sont les agresseurs qui ont le plus de risques de récidive, même s'il y a eu judiciarisation. Les agresseurs hétérosexuels non familiers, donc extrafamiliaux, là aussi on va trouver des troubles de la personnalité de type évitante ou dépendante. Sur le plan cognitif, ils se sentent également souvent inférieurs aux autres et ils pensent aussi que les relations avec les autres adultes sont difficiles avec ce sentiment de rejet. Ils continuent à avoir une sexualité avec des femmes adultes, mais ça ne se passe pas bien. Ils se sentent incompétents. Et donc, effectivement, ces sentiments négatifs vont chercher un exutoire. Et cet exutoire, ça va être sur des petites filles qui sont plus vulnérables et qui vont moins leur renvoyer finalement ce sentiment d'incompétence. Les pénétrations sont assez peu fréquentes. Ça ne veut pas dire, là encore, qu'elles n'existent pas. Mais les types de passages à l'acte principaux, c'est effectivement la fellation et la masturbation. Pénétration, quand je parle de pénétration, c'est dans le sens vaginal ou anal. Les agresseurs hétérosexuels familiers, donc ça, ce sont les auteurs d'inceste. Donc là aussi, on va retrouver des profils de personnalité dépendantes, mais également narcissiques. Sur le plan cognitif, ils se pensent supérieurs à autrui, que les autres doivent répondre à leurs besoins. Et sur le plan affectif, on retrouve de la colère lorsque les autres ne répondent pas à leurs attentes, et finalement, ils se sentent en droit d'utiliser la force pour arriver à ses fins. Sur le plan comportemental, on va trouver des passages à l'acte non prémédités, avec parfois l'utilisation de stratégies coercitives, violence, menaces, pour amorcer le passage à l'acte. Et vu qu'on est sur des passages à l'acte non prémédités, les passages à l'acte vont être souvent plus courts, donc moins de 15 minutes, avec par contre des actes coïtaux.